Je suis parti sans un au revoir. Maintenant, elle s'effondre et a désespérément besoin de mon retour. J'ai disparu le soir où ma femme a soupiré en me regardant comme si j'étais un insecte agaçant. Pas de dispute, pas d'explication, juste parti. Elle ne l'a pas remarqué pendant 12 heures. Quand elle l'a enfin fait, elle a appelé tout notre entourage, a signalé ma disparition et a parfaitement joué le rôle de la victime dévastée. Mais je savais la vérité. Je m'appelle Holden Walsh. J'ai 43 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, j'étais ingénieur électricien chez Meridian Manufacturing à Columbus, Ohio. J'avais un salaire correct, une belle maison en banlieue et une femme qui me regardait comme si j'avais décroché la lune. Allison. Mon Dieu, Allison. Nous sommes mariés depuis 14 ans. Amour de lycée qui, d'une manière ou d'une autre, ont tenu bon à travers l'université, mes années à gravir les échelons de l'entreprise, la mort de sa mère et l'AVC de mon père. Nous avions survécu à tout cela, du moins c'est ce que je pensais. Voici ce que personne ne vous dit sur la trahison émotionnelle. Elle ne s'annonce pas. Il n'y a pas de confrontation dramatique, pas de rouge à lèvres sur le col, pas de texto suspect qui s'affiche à minuit. C'est plus silencieux que ça, plus cruel. C'est la façon dont elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, la façon dont son regard devenait vide quand je parlais du nouveau projet au travail. La façon dont elle prenait son téléphone en pleine conversation pour faire défiler l'écran, comme si j'étais un bruit de fond, comme si j'étais un meuble. Ce mardi-là, je suis rentré vers 18h30. La circulation avait été infernale et j'étais épuisé. La maison ne sentait rien, ce qui aurait dû être mon premier indice. Allison cuisinait avant, mais plus maintenant. Elle était dans la cuisine, appuyée contre le comptoir, son téléphone à la main, tapotant quelque chose qui la faisait sourire. Je me souviens d'avoir remarqué ce sourire, parce que je ne l'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. « Salut », ai-je dit en posant mes clés sur le comptoir. Le broyeur fait encore ce bruit de grincement. Je crois que quelque chose est coincé dedans. Elle n'a pas levé les yeux, continuant simplement à faire défiler. Allison. A-t-elle murmuré. Je me disais que peut-être ce week-end, je pourrais y jeter un œil. Il faudra peut-être remplacer toute l'unité. C'est là que c'est arrivé. Elle a laissé échapper une longue expiration irritée. Sèche, méprisante, comme si mes paroles étaient des moucherons bourdonnant autour de sa tête. Toujours sans lever les yeux de son téléphone. Quelque chose en moi s'est juste arrêté. Pas brisé, pas fracassé. Arrêté, comme une machine qui s'éteint après des années à tourner à vide. Je suis resté là, à regarder son profil, le pli ennuyé de sa bouche, le léger froncement entre ses sourcils alors qu'elle tapait quelque chose à quiconque était plus intéressant que son mari. Et j'ai réalisé avec une clarté parfaite et horrible que je n'existais plus pour elle. J'étais un chèque de paie, un corps chaud qui payait la moitié de l'hypothèque, un substitut pour la vie dont elle s'était déjà détachée. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti mon vieux sac de sport du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas frénétiquement, pas avec un grand sens du drame, juste méthodiquement. Une chemise, un jean, des chaussettes, des sous-vêtements, mon chargeur de téléphone, l'album photo que ma grand-mère m'avait fait pour mon diplôme universitaire, la montre que mon père m'avait donnée avant que l'AVC ne lui prenne la parole. J'ai laissé la brosse à dents électrique qu'elle m'avait achetée à Noël dernier. J'ai laissé le parfum cher qui, selon elle, me donnait une odeur sophistiquée. J'ai laissé tout ce qui me liait à une version de moi-même que je ne voulais plus être. La version qui mendiait des miettes d'attention. La version qui s'excusait d'exister. Allison n'est jamais montée. Je pouvais entendre la télévision s'allumer en bas, une émission de télé-réalité qu'elle adorait. Je pouvais l'entendre rire de quelque chose. Rire pendant que je démantelais notre mariage dans la pièce au-dessus de sa tête. Je suis sorti par la porte d'entrée à 19h45. Elle n'a pas remarqué, ne m'a pas appelé, n'a même pas levé les yeux quand j'ai traversé le salon avec mon sac sur l'épaule. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Pas de destination, pas de plan. J'ai juste conduit jusqu'à ce que les lumières de Columbus s'estompent derrière moi et que l'autoroute s'étende, sombre et vide, devant moi. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas libre. Je me sentais engourdi. Mais sous l'engourdissement, il y avait autre chose,
quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le soulagement. J'ai passé cette première nuit dans un motel près de la route 70, quelque part entre Columbus et nulle part. Le genre d'endroit où l'enseigne au néon clignote et où les draps sentent le détergent industriel. Je n'ai pas dormi, je suis juste resté allongé à fixer le plafond taché d'humidité, attendant que la panique s'installe, attendant le regret, attendant cette voix dans ma tête qui me dirait que j'avais fait une terrible erreur et que je devais revenir en rampant. Elle n'est jamais venue. Ce qui est venu à la place, c'est mon téléphone. À partir de 6h30 du matin, il s'est allumé comme un sapin de Noël. Allison, un appel, 2 appels, 5 appels, 10. J'ai regardé l'écran afficher son nom encore et encore, et je n'ai rien ressenti. Peut-être que cela aurait dû m'effrayer. Peut-être que l'absence de sentiment était pire que la colère ou la tristesse. Mais je suis juste resté assis sur le bord de ce matelas affaissé et je l'ai laissé sonner. À 9h, elle avait laissé 14 messages vocaux. J'ai écouté les 3 premiers. Le premier était plein de colère. Holden, bordel, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Ton camion a disparu. Tu es sérieusement parti sans rien dire? C'est tellement immature. Rappelle-moi. Le deuxième était confus. Ok, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas drôle. Tu es chez Tyler? S'il s'est passé quelque chose, appelle-moi, d'accord? Je suis inquiète. Le troisième était le début de la panique. Holden, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. J'ai appelé ton travail et ils ont dit que tu n'étais pas venu. Où es-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Parle-moi, juste. J'ai supprimé les autres sans les écouter. Vers midi, elle était passée au-delà des messages vocaux. Mon frère Tyler a appelé. Mec, Allison vient de m'appeler en panique totale. Elle dit que tu as disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Mon pote du travail, Jim, a envoyé un texto. Ta femme a appelé l'atelier, elle a dit que tu t'étais volatilisé. Ça va, mec? J'ai mis mon téléphone en silencieux et les fourré dans le sac de sport. Mais voici ce qui m'a frappé, ce qui a confirmé que j'avais fait le bon choix. Elle ne s'en est rendue compte que le matin. J'étais parti à 19h45 la veille. J'étais passé juste devant elle avec un sac sur l'épaule. Et elle n'a remarqué que le lendemain, quand je n'ai pas fait son café. Quand je n'étais pas là pour sortir le chien. Quand la routine a été perturbée. C'est ce que j'étais pour elle. Une routine. Une fonction. Pas une personne. J'ai quitté le motel vers 14h et j'ai conduit vers le nord. Aucune destination en tête. Juste en suivant l'autoroute comme si elle pouvait mener quelque part qui ait un sens. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans le sac. Allison, Tyler, Jim. Même Tara, la meilleure amie d'Allison. Tout le réseau se mobilisait pour retrouver le mari disparu. Mais personne ne demandait pourquoi j'étais parti. Ils voulaient juste savoir où j'étais. Vers 16h, je suis arrivé dans une petite ville appelée Ridgemont, population d'environ 800 habitants. J'ai vu un panneau peint à la main devant un dîner qui disait « Chalet à louer ». Tarif à la semaine. Je suis entré, j'ai parlé à la propriétaire, une femme plus âgée nommée Ruth qui ne posait pas de questions. Elle m'a donné la clé d'un endroit à 25 km sur un chemin de terre, au fin fond des bois où le réseau cellulaire était au mieux sporadique. Parfait. J'ai payé en espèces pour 2 semaines d'avance. J'ai conduit jusque-là alors que le soleil commençait à se coucher. Le chalet était petit, une seule pièce avec une kitchenette, un poêle à bois et des fenêtres qui donnaient sur un ruisseau. Pas de télé. Pas d'internet. Juste le silence. Je me suis assis sur le porche cette première nuit, regardant l'eau couler, et j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. 43 appels manqués. 27 messages textes. 6 messages vocaux. Je l'ai éteint et l'ai mis dans la boîte à gants du camion. Pour la première fois depuis des années, le seul son que j'entendais était le vent dans les arbres et le ruisseau qui coulait sur les pierres. Et quelque part dans ce silence, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant de devenir le fantôme d'Allison. 3 jours après ma disparition, j'ai fait l'erreur de rallumer mon téléphone. Pas pour appeler qui que ce soit, juste pour voir comment se passait la gestion de crise à Columbus.
L'écran a explosé de notifications. 78 appels manqués, 62 messages textes, 15 messages vocaux. J'ai d'abord parcouru les messages. Alison, où es-tu? Alison, Holden, s'il te plaît. J'ai peur. Alison, j'ai appelé tous les hôpitaux. Tu n'y es pas. Où es-tu? Tyler, frère, appelle-moi. Alison est au bout du rouleau. Jim, mec, quoi qu'il se passe, fais juste savoir à quelqu'un que tu es en vie. Tara, Holden, c'est Tara, la meilleure amie d'Alison. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais elle a besoin de savoir que tu vas bien. S'il te plaît. Et puis il y avait les messages étranges. Mon ancien colocataire d'université à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. La barista du café où j'allais tous les matins. Même mon professeur d'art du lycée, Madame Pemberton, qui avait encore mon numéro d'il y a 10 ans. Alison ratissait large. Désespéré. Frénétique. J'ai écouté un message vocal de Tyler. La voix de mon frère était tendue, contrôlée. Holden, je ne sais pas ce qui te passe par la tête en ce moment, mais tu dois appeler Alison. Elle pense que tu es mort dans un fossé quelque part. Elle a déposé un avis de recherche. Les flics cherchent ton camion. Quoi que tu fasses, quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait passer. Appelle-la. Un avis de recherche. Je suis resté assis sur le porche du chalet, regardant un cerf se frayer un chemin dans les sous-bois et j'ai essayé de digérer ça. Elle avait impliqué la police, avait fait de moi une sorte de victime ou de fugueur. Le récit était déjà en train de s'écrire, et dans sa version, j'étais l'instable, celui qui avait craqué, celui qui avait abandonné sa femme sans prévenir. Peu importait que j'ai mendié son attention pendant des mois. Peu importait que j'ai essayé de lui parler, de renouer le contact, que j'ai tout essayé, sauf m'immoler par le feu dans le salon juste pour qu'elle me regarde. J'ai rappelé Tyler. Il a décroché à la première sonnerie. Holden, où diable es-tu? Je vais bien, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Je suis en sécurité. J'avais juste besoin d'espace. De l'espace. Bon sang, Holden. Alison perd la tête. Elle pense que tu t'es enfui avec une autre femme. Elle a appelé Lindsay. Ça m'a coupé le souffle. Lindsay. Mon ex de l'université. Oui. Elle l'a trouvé sur Facebook. Lui a demandé si tu l'avais contacté. Si vous aviez parlé. Lindsay lui a dit de se faire aider. J'ai failli rire. L'ironie était suffocante. Alison, qui était émotionnellement absente depuis Dieu sait combien de temps, pensait maintenant que c'était moi qui avais une liaison. Je ne suis avec personne, ai-je dit. Je suis juste parti. Pourquoi? Parce que j'étais invisible, Tyler. Parce qu'elle a cessé de me voir. Parce que je mourais dans cette maison et qu'elle ne le remarquait même pas. Il y eut une longue pause. Écoute, je comprends. Le mariage, c'est dur. Mais tu ne peux pas simplement disparaître. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Comment devrais-je le gérer alors? Continuer à prétendre que tout va bien? Continuer à être le type qui n'a pas d'importance? Tyler a soupiré et je pouvais l'entendre se débattre avec quelque chose. Elle demande de tes nouvelles à tout le monde. Tes amis, tes collègues. Elle a même retrouvé ce détective que nous connaissions de la ligue de softball. Lui a demandé s'il pouvait t'aider à te retrouver officieusement. Elle est en pleine spirale, Holden. Bien, ai-je pensé. Qu'elle plonge. Qu'elle ressente ce que c'est d'être ignorée, rejetée, effacée. Mais je n'ai pas dit ça. À la place, j'ai dit, dis-lui que je suis en sécurité. Dis-lui que j'ai besoin de temps. Et dis-lui d'annuler l'avis de recherche avant qu'elle ne fasse perdre plus de temps à la police. Elle veut te parler. Je ne suis pas prêt. Quand le seras-tu? J'ai regardé les arbres, le ruisseau qui coulait, clair et froid, sur les rochers. Je ne sais pas, j'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. Je suis resté hors réseau pendant une autre semaine. J'ai de nouveau éteint le téléphone,
les fourrés dans la boîte à gants du camion et je me suis concentré sur le fait d'exister dans le calme. J'ai coupé du bois, réparé une planche lâche sur le porche du chalet, parcouru les sentiers autour de la propriété jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. C'était un travail simple et physique qui ne demandait pas de réflexion, pas de sentiment. Mais l'isolement a une façon de rendre vos pensées plus bruyantes. Je n'arrêtais pas de rejouer le mariage dans ma tête, essayant de déterminer quand tout avait mal tourné. Était-ce quand Allison a commencé à travailler plus longtemps? Était-ce quand elle a rejoint ce club de lecture et a commencé à passer les week-ends avec Tara au lieu de moi? Était-ce la nuit où j'ai essayé d'organiser un dîner d'anniversaire surprise et où elle a annulé à la dernière minute parce qu'elle avait un truc de travail? Ou était-ce avant? Était-ce l'année où sa mère est morte et que je ne faisais pas mon deuil de la bonne manière? Était-ce quand j'ai accepté la promotion chez Meridian et que j'ai commencé à voyager 2 fois par mois? Était-ce de ma faute de ne pas avoir été assez présent? Ou de sa faute de ne pas m'avoir dit qu'elle s'éloignait? J'étais en pleine introspection quand Ruth, la propriétaire du chalet, a frappé à ma porte un après-midi. Elle portait un panier de légumes de son jardin. « Je pensais que vous en auriez peut-être besoin », a-t-elle dit en me l'étendant. « Vous êtes seul ici depuis plus d'une semaine. Je voulais m'assurer que vous mangiez. »« Je me débrouille, » ai-je dit, « mais merci. » Elle m'a étudié avec des yeux perspicaces. « Vous fuyez quelque chose ou vous courez vers quelque chose ?» J'ai cligné des yeux. « Pardon ? » La plupart des gens qui louent cet endroit font l'un ou l'autre. Vous n'avez pas l'air d'être du genre vacancier. J'ai posé le panier sur la rampe du porche. Je fuis, je suppose. Une femme. C'est si évident? Ruth a souri. Je suis marié depuis 47 ans. Je connais ce regard. Celui qui dit que vous préférez être seul dans les bois plutôt qu'à la maison où est votre place. Ce n'est plus chez moi, ai-je dit doucement. Ça ne l'a pas été depuis longtemps. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait plus que ce que je disais. Eh bien, prenez votre temps. Les bois sont bons pour réfléchir, mais ne restez pas trop longtemps. L'isolement peut vous faire croire que vous n'avez besoin de personne. C'est un mensonge, pour que vous le sachiez. Elle est partie avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai rallumé mon téléphone. 112 appels manqués maintenant. Le ton des messages vocaux avait changé. Moins de panique, plus de désespoir. L'un d'eux venait de Tara, la meilleure amie d'Allison, celle qui m'avait toujours regardé comme si j'étais un inconvénient nécessaire dans la vie de son amie. Holden, c'est Tara. Je sais que nous ne sommes pas proches, mais j'ai besoin que tu entendes ça. Allison ne va pas bien. Elle mange à peine. Elle s'est déclarée malade au travail 3 jours de suite. Elle s'assoit dans ton camion dans l'allée pendant des heures. Juste assise là comme si tu allais revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais quoi que ce soit, elle s'effondre. Elle ne l'admettra pas, mais elle est terrifiée de t'avoir perdu pour de bon. Appelle-la, ou appelle-moi. Quelqu'un. S'il te plaît. Je l'ai supprimé, mais les mots sont restés. Elle s'effondre. Une partie de moi, la partie vindicative que je ne savais pas que j'avais, s'est sentie satisfaite. Qu'elle s'effondre. Qu'elle comprenne ce que ça faisait. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de l'avoir aimée, a senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. J'ai de nouveau éteint le téléphone. Pas encore. 4 semaines après mon exil auto-imposé, j'ai décidé de vérifier nos comptes bancaires. Pas parce que j'avais besoin d'argent, je vivais de l'argent liquide que j'avais retiré avant de partir, mais parce que je voulais voir si Allison avait remarqué que quelque chose manquait. Si elle avait essayé de suivre mes mouvements via les relevés de cartes de crédit ou les retraits au distributeur. Ce que j'ai trouvé était bien pire. Je me suis connecté à notre compte courant joint depuis l'ordinateur portable de Ruth. Elle me l'avait proposé quand j'avais mentionné avoir des affaires à régler, et j'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, essayant de donner un sens aux chiffres. Notre compte, qui contenait 47 000 € le jour de mon départ, était tombé à 312 €. 47 000 €, parti. Ma main a commencé à trembler. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, regardant les retraits s'accumuler. 5 000 par-ci, 10 000 par-là, 15 000 en une seule journée. Tout avait été retiré dans les 2 semaines suivant ma disparition.
Tout avait été transféré sur un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai immédiatement appelé la banque, j'ai été dirigé vers une directrice nommée Patricia qui a consulté mon compte. Monsieur Walsh, je vois que vous appelez au sujet des récents transferts depuis votre compte joint. Oui, j'ai besoin de savoir où est passé cet argent. Ma femme a fait ces transferts sans me le dire. Je comprends votre inquiétude, monsieur, mais comme il s'agit d'un compte joint, chaque partie a pleine autorisation pour déplacer des fonds. Votre femme a transféré l'argent sur un compte d'épargne personnel à son seul nom. Elle a fait quoi? Un compte d'épargne personnel ouvert il y a 3 semaines. Les fonds ne vous sont plus accessibles sans son autorisation. J'ai senti ma poitrine se serrer. Puis-je annuler les transferts? Malheureusement, non. Une fois que les fonds sont déplacés vers un compte séparé, ils sont sous le contrôle du titulaire de ce compte. Vous devrez parler à votre femme ou envisager des options légales. Options légales. Avocat. Procédure de divorce. Ça s'envenimait plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Tyler. Il a répondu à la 2e sonnerie. Holden, enfin. Écoute, Allison a été. Savais-tu qu'elle a vidé notre compte en banque, les jeux coupés? Silence. Puis, quoi? 47 000 €. Elle a tout déplacé sur un compte personnel auquel je ne peux pas accéder. Est-ce qu'elle t'a parlé de ça quand elle pleurait sur le fait que je lui manquais tant? Holden, je jure que je ne savais pas. Elle n'a rien mentionné à propos d'argent. Eh bien, elle l'a fait. Le lendemain de mon départ, elle a commencé à retirer de l'argent. Comme si elle pensait que j'allais tout dépenser au début, ou peut-être qu'elle se préparait pour un divorce. Quoi qu'il en soit, je suis fauché, Tyler. Tout ce que j'ai économisé, tout ce que nous avons construit ensemble, elle l'a pris. Tyler est resté silencieux un long moment. C'est dégueulasse. Mais Holden, peut-être qu'elle a paniqué. Peut-être qu'elle a pensé que tu essayais de la laisser sans rien. Je suis parti avec un sac de sport dans mon camion. Je n'ai pas touché au compte. Elle a fait ça pour se protéger, pas parce que je lui en ai donné une raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas revenir en rampant juste pour mendier mon propre argent. Après avoir raccroché, je suis resté assis à regarder l'écran de l'ordinateur de Ruth, la longue liste de retraits. Chacun ressemblait à une nouvelle trahison, une nouvelle preuve qu'Allison ne m'avait jamais fait confiance, ne m'avait jamais vu comme un partenaire, juste comme quelqu'un dont elle devait se protéger. J'ai fermé l'ordinateur et je suis sorti. Les bois étaient calmes, paisibles, mais je ne pouvais plus y trouver la paix. Mon sanctuaire venait d'être envahi par la réalité que j'avais essayé de fuir. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Monsieur Walsh, une voix de femme, professionnelle, sèche. Oui. Je suis Jennifer Stokes. Je suis avocate. Votre femme m'a engagé pour aider à vous localiser et à entamer une procédure de divorce préliminaire. Mon estomac s'est noué. Procédure de divorce? Oui, monsieur. Madame Walsh a exprimé son inquiétude quant à l'état de votre mariage et souhaite s'assurer que ses intérêts financiers sont protégés pendant cette période de séparation. Je vous appelle par courtoisie pour vous informer que les papiers seront déposés dans la semaine, à moins que vous ne soyez disposé à vous asseoir à la table pour une médiation. Médiation, ai-je répété, la voix plate. Il est dans l'intérêt des deux parties d'éviter un litige. Si vous êtes disposé à discuter des termes, nous pouvons organiser une réunion. J'ai raccroché sans répondre. Alors, c'était ça. Allison ne s'effondrait pas. Elle élaborait une stratégie. Elle avait vidé le compte, engagé une avocate et était déjà en train de construire son dossier. Les larmes, les messages vocaux, les appels désespérés à mes amis et à ma famille, tout cela n'était que du théâtre, une façon de me faire passer pour le méchant quand tout cela deviendrait public. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté à travers le chalet. Il a heurté le mur et est tombé sur le sol. Pour la première fois depuis mon départ, j'ai eu l'impression d'avoir fait une terrible erreur. Pas en partant, mais en la sous-estimant. Tyler s'est présenté au chalet 2 jours plus tard. Je n'ai pas demandé comment il m'avait trouvé.
Ça n'avait plus d'importance. Les murs se refermaient et je manquais d'endroit où me cacher. Il a frappé à la porte vers midi et quand j'ai ouvert, il avait l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, une chemise froissée, le genre d'usure qui vient du stress, pas seulement du manque de sommeil. Il faut qu'on parle, a dit Tyler. Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Il a regardé autour du chalet, a observé les meubles spartiates, le poêle à bois, la vue sur le ruisseau par la fenêtre. C'est donc ici que tu te cachais. Je ne me cache pas. J'existe. Tyler s'est tourné vers moi. Allison perd les pédales, Holden, et je veux dire vraiment. Elle m'a appelé la nuit dernière à 2 heures du matin, sanglotant si fort que je ne pouvais pas la comprendre. Il m'a fallu 20 minutes pour la calmer assez pour qu'elle puisse parler. Elle a engagé une avocate spécialisée en divorce, ai-je dit d'un ton sec. Elle a vidé notre compte en banque. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui perd les pédales. Ça ressemble à quelqu'un qui planifie. Le visage de Tyler a changé. Quelque chose de mal à l'aise a traversé ses traits. À ce sujet, il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai croisé les bras. Quoi? Il a hésité, puis a dit, Allison n'a pas vidé ce compte parce qu'elle pensait que tu allais le prendre. Alors pourquoi? Parce que Brendan le lui a dit. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Brendan? Brendan Foster. Son collègue. Tyler a hoché la tête lentement. Oui. J'ai senti la pièce tanguer légèrement. Qu'est-ce que Brendan a à voir avec notre compte en banque? Tyler a détourné le regard, la mâchoire serrée. Holden, je ne voulais pas être celui qui te le dit, mais tu dois savoir. Allison voit Brendan depuis environ 8 mois. 8 mois. Le chiffre résonnait dans ma tête, creux et dévastateur. 8 mois? Pendant que j'essayais de sauver notre mariage, que j'essayais qu'elle me remarque, que j'essayais de comprendre où nous avions dérapé, elle était avec quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps le sais-tu? Ma voix était calme, trop calme. 1 mois, peut-être 6 semaines. Je les ai vus ensemble dans un restaurant à Westerville. Ils se tenaient la main. Je l'ai confrontée à ce sujet et elle a juré que ça ne voulait rien dire. Elle a dit que c'était juste un soutien émotionnel, que vous aviez des problèmes. Et tu l'as cru. Je voulais y croire. C'est ta femme, Holden. Je ne voulais pas penser qu'elle te ferait ça. Mais elle l'a fait. Tyler s'est passé la main dans les cheveux. C'est Brendan qui lui a dit de sécuriser l'argent. Il a dit que tu pourrais essayer de la laisser sans rien si tu découvrais la liaison. Il a été dans son oreille tout ce temps. Lui disant que tu es instable, que tu l'as abandonnée, qu'elle doit se protéger. Je me suis assis lourdement sur le bord du lit. J'ai essayé de tout digérer. La liaison, l'argent, l'avocate. Tout était lié. Une stratégie. Un plan pour faire de moi le méchant pendant qu'elle s'en sortait indemne. Il y a plus, a dit Tyler doucement. Bien sûr qu'il y en a. Brendan n'est pas juste un type au hasard. C'est un conseiller financier. Il travaille dans la même entreprise où Allison est chef de projet. Il l'a aidé à ouvrir ce compte personnel. Il l'a aidé à déplacer l'argent d'une manière qui serait difficile pour toi de contester légalement. Donc, elle planifiait ça depuis un moment. On dirait bien. J'ai levé les yeux vers mon frère. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Tyler a croisé mon regard. Parce que j'avais tort. Je pensais que tu surréagissais. Je pensais que tu faisais du cinéma en partant. Mais après avoir vu ce qu'elle a fait, comment elle joue cette partie, je comprends. Tu ne fuyais pas. Tu te protégeais. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Le poids de tout cela était trop lourd. Tyler s'est assis à côté de moi. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je me suis tourné pour le regarder. Il a pris une profonde inspiration. J'ai des sentiments pour Allison depuis avant même que vous ne vous mariiez. Je n'ai jamais agi en conséquence. Je n'ai jamais rien dit, mais ils étaient là. Et quand tu es parti, quand elle est venue me voir en pleurant, une partie de moi était contente.
parce que je pensais que peut-être, enfin, j'aurais une chance. Je l'ai dévisagé, incapable de croire ce que j'entendais. Tu es amoureux de ma femme. Je l'étais. Je ne sais plus maintenant. Mais oui, c'est ça. Et je te le dis maintenant parce que tu mérites de savoir. Tu mérites de savoir que tout le monde autour de toi t'a menti, y compris moi. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé les arbres. Sors. Holden. Sors, Tyler. Maintenant. Il est parti sans un autre mot, et je suis resté là, seul à nouveau, me demandant s'il restait quelqu'un dans ma vie en qui je pouvais avoir confiance. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de Jim Kowalski. Nous avions joué au softball ensemble pendant 3 étés, bu des bières après les matchs, parlé du travail et de la vie de cette manière superficielle que les hommes ont quand ils ne sont pas tout à fait amis mais plus que des connaissances. Il était maintenant détective privé, dirigeait sa propre petite agence après avoir quitté la police de Columbus. Il m'a appelé 6 jours après la confession de Tyler. Holden, c'est Jim. Ne raccroche pas. J'ai failli le faire quand même. Comment as-tu eu ce numéro? Je suis détective privé. C'est mon travail. Écoute, je dois te parler d'Allison. Je ne veux pas en entendre parler. Tu dois. Elle m'a engagé il y a 2 semaines pour te trouver. M'a payé 5 000 € d'avance pour te localiser et confirmer que tu n'étais pas mort dans un fossé quelque part. Je me suis adossé au mur du chalet. Et tu m'as trouvé. Il y a 3 jours. J'ai suivi la trace administrative de l'immatriculation de ton camion, les paiements de location, les retraits d'espèces. Tu es à Ridgemont, tu loues chez rue de Callahan. Mais je ne l'ai pas dit à Allison. Ça m'a surpris. Pourquoi pas? Parce que pendant que je fouillais sur toi, j'ai trouvé des choses sur elle. Des choses que tu dois savoir. Ma poitrine s'est serrée. Je sais déjà pour Brendan. Ce n'est pas seulement Brendan. Il y a plus. Beaucoup plus. Il m'a donné rendez-vous dans un dîner à 30 km du chalet. Terrain neutre. J'y suis allé en voiture le lendemain matin, m'attendant à moitié à une embuscade, mais Jim était seul dans une banquette au fond, un café devant lui, un dossier manie sur la table. Je me suis glissé sur le siège en face de lui. Il a poussé le dossier vers moi. Qu'est-ce que c'est? Des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit, des emails que j'ai récupérés de son stockage cloud. Légal? Discutable, mais tu dois voir ça. J'ai ouvert le dossier. Le premier document était un relevé bancaire du compte personnel qu'Allison avait ouvert, mais il y avait une activité remontant à 2 ans, pas 3 semaines. Elle a ce compte depuis 2 ans. Jim a hoché la tête. Elle y a versé de l'argent tout ce temps. De petites sommes au début. 500 par-ci, 1000 par-là. Assez pour que tu ne le remarques probablement pas sur le compte joint. Au moment de ton départ, elle avait mis de côté 85 000 €. 85 000 €. Pas 47 000. Elle cachait de l'argent depuis des années. Elle prévoyait de te quitter, a dit Jim doucement. Depuis un bon moment. La liaison avec Brendan n'était que la dernière pièce du puzzle. J'ai feuilleté les relevés, voyant retrait après retrait, virement après virement. Elle avait été méthodique, patiente, constituant son fonds d'évasion pendant que j'essayais de sauver notre mariage. Il y a plus, a dit Jim. Il a sorti un fil de mes imprimés. J'ai trouvé ça dans son iCloud. Des conversations avec un avocat. Pas celui qui t'a appelé. Un autre. Elle a commencé à lui parler il y a 8 mois de stratégie de divorce. Comment protéger les actifs? Comment s'assurer d'obtenir la maison? J'ai lu les emails. Chacun était un coup de poignard. Elle avait planifié cela. Pas dans la panique après mon départ, mais bien avant. L'avocat lui avait conseillé de tout documenter. De construire un dossier prouvant que j'étais émotionnellement distant, financièrement contrôlant, tout ce qui la ferait passer pour la victime. Pourquoi tu me montres ça, ai-je demandé. Jim m'a regardé dans les yeux. Parce que tu es un type bien, Holden, et elle se joue de toi. Elle va tout prendre et te faire passer pour le méchant pendant qu'elle le fait.
Tu dois te défendre. Comment? Prends ton propre avocat. Utilise ses preuves. Montre qu'elle planifiait de partir depuis des années. Qu'elle a caché de l'argent. Qu'elle ment en disant qu'elle a été prise au dépourvu. Tu as un dossier pour fraude, peut-être même détournement de fonds, selon la façon dont le juge voit les choses. J'ai fermé le dossier, nauséeux. Je voulais juste partir. Je ne voulais pas de guerre. Trop tard. Elle a commencé la guerre il y a longtemps. Tu ne savais simplement pas que tu combattais. J'ai emporté le dossier avec moi en partant, je suis retourné au chalet dans un état second. Jim avait également inclus des photos. Brendan et Allison dans des restaurants, des hôtels, dans sa voiture. Les horodatage montraient que cela durait depuis au moins 10 mois, pas 8 comme l'avait dit Tyler. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé une avocate. La meilleure avocate spécialisée en divorce de Columbus. Une femme nommée Karen Brigg, qui avait la réputation d'être impitoyable. Je lui ai envoyé tout ce que Jim m'avait donné. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard. Nous devons nous rencontrer. Vous avez un dossier solide, mais nous devons agir vite. Je n'allais pas me laisser faire. Plus maintenant. Karen Brigg m'a rencontré à son bureau au centre-ville de Columbus 3 jours plus tard. J'étais retourné en ville pour la première fois depuis mon départ, et c'était étranger, comme si je visitais un endroit que j'avais connu mais que je ne reconnaissais plus. Karen avait la cinquantaine, le regard perçant, avec des cheveux gris tirés en un chignon serré. Elle n'a pas perdu de temps en mondanité. Monsieur Walsh, ce que votre femme a fait est de l'abus financier. Le compte caché, les transferts systématiques, la préméditation. Nous pouvons utiliser cela. Je ne veux pas la détruire, ai-je dit. Je veux juste ce qui est juste. Juste? Karen a haussé un sourcil. Elle vous vole depuis 2 ans. Elle prévoit de prendre votre maison, vos économies, tout ce que vous avez construit. Le juste a disparu il y a longtemps. Elle a exposé une stratégie. Déposer la demande en premier, avant que l'avocat d'Allison ne le puisse. Utiliser les preuves pour geler son compte personnel. Exiger un audit complet de toutes les finances. Exposer la liaison au tribunal pour montrer son caractère. Ça va devenir moche, a prévenu Karen. Elle se défendra. Elle essaiera de vous dépeindre comme instable, absent, contrôlant. Êtes-vous prêt pour ça? J'y ai pensé. J'ai pensé aux larmes d'Allison, à ses messages vocaux, à sa performance de dévastation. J'ai pensé à la confession de Tyler, à Brendan qui lui murmurait à l'oreille, aux 2 années de mensonges. Oui, ai-je dit, je suis prêt. Nous avons déposé la demande le lendemain, requête en divorce, motion pour geler les actifs, demande de divulgation financière complète. Karen a fait signifier les papiers à Allison à son travail, devant ses collègues. Stratégique, a-t-elle dit, pour la mettre sur la défensive. Le retour de bâton a été immédiat. Allison m'a appelé 17 fois en 2 heures. Je n'ai pas répondu. Puis Tara a appelé. Holden, qu'est-ce que tu viens de faire, bordel? Allison est en morceaux. Ils lui ont signifié les papiers au travail. Tout le monde a vu. Elle est humiliée. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Bien. Bon sang, Holden, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis réveillé. C'est ça qui est arrivé. Tyler a appelé ensuite. Frère, tu as demandé le divorce? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu es amoureux de ma femme, Tyler. Pourquoi je te dirais quoi que ce soit? Il a essayé de bafouiller une réponse, mais j'ai raccroché. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Allison. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai répondu. Holden, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Sa voix était rauque, désespérée. Parle à mon avocate. Ne fais pas ça. Ne jette pas 14 ans par la fenêtre parce que tu es en colère. Ce n'est pas moi qui les jette. Tu l'as déjà fait. Il y a 2 ans quand tu as commencé à cacher de l'argent. Il y a 10 mois quand tu as commencé à coucher avec Brendan. C'est toi qui nous as jetés, Allison.
Je ne fais que l'officialiser. Ce n'est pas juste. Tu m'as quitté. Tu m'as abandonné. Je suis parti parce que tu m'as rendu invisible. Parce que tu as cessé de te soucier de mon existence. Et au lieu de te battre pour moi, tu as pris tout ce pour quoi j'ai travaillé et tu as essayé de me faire passer pour le méchant. Eh bien, devine quoi? J'ai des preuves. Des relevés bancaires, des emails, des photos. Toute ta stratégie est sur le point de s'effondrer. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, tu as engagé un détective. Je n'en ai pas eu besoin. Un m'a trouvé. Il m'a tout montré ce que tu planifiais. Le compte caché, les consultations avec l'avocat, tout. Sa voix a changé, s'est durcie. Tu penses que tu vas gagner ça? Tu penses qu'un juge va se ranger de ton côté? Je pense qu'un juge va te voir pour ce que tu es. Une menteuse, une tricheuse, et quelqu'un qui commet une fraude financière depuis des années. Je te détruirai, Holden. Tu as déjà essayé. Ça n'a pas marché. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Cette nuit-là, Karen a appelé avec des nouvelles. Le juge a accordé la motion de gel de son compte personnel. Elle ne peut pas toucher à ses 85 000 € jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Aussi, l'avocat d'Allison a déposé une contre-motion affirmant que vous essayez de l'abuser financièrement. C'est faible, mais il se raccroche aux branches. Quelle est la suite? La phase de découverte. On fouille dans tout. Ses finances, ses communications, sa liaison. Et on se prépare à ce qu'elle vous lance tout ce qu'elle a. Elle va essayer de vous briser, Holden. Quel essai? Mais alors que j'étais assis dans ce chalet cette nuit-là, fixant les papiers du divorce, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas du regret. Pas de la culpabilité. Juste la mort finale et complète de l'amour que j'avais autrefois pour la femme que j'avais épousée. Et à sa place, quelque chose de plus froid. De plus dur. La détermination. La procédure de divorce s'est éternisée pendant 3 mois. Déposition, audience, audit financier. Allison s'est battue à chaque étape. Son avocat me dépeignant comme contrôlant, absent, émotionnellement abusif. Mais chaque fois qu'il faisait une affirmation, Karen contrait avec des preuves. Relevés bancaires, email, photos d'Allison et Brendan. Le tournant est venu de quelqu'un que je n'attendais jamais. J'étais au chalet, faisant une pause de la guerre juridique, quand une voiture a remonté le chemin de terre. Pas le camion de Ruth. Pas celui de Tyler. Un SUV argenté que je ne reconnaissais pas. Lindsay Harper en est sortie. Ma première petite amie. La femme que j'avais aimée avant Allison, celle qu'Allison avait appelée dans sa panique en essayant de me trouver. Holden, a dit Lindsay en se dirigeant vers le Porsche. J'espère que ce n'est pas bizarre. J'ai eu ta localisation par Jim Kowalski. Il a dit que tu pourrais avoir besoin de soutien. Lindsay, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a monté les marches, me regardant avec les mêmes yeux verts dont je me souvenais de l'université. Je suis venu te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Nous nous sommes assis sur le porche et elle m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue. Quand toi et Allison vous êtes fiancés, je l'ai croisée dans un café à Columbus. C'était peut-être un mois avant votre mariage. Elle était avec un type, riant, se tenant la main. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Les gens ont des amis. Mais ensuite, je les ai vus s'embrasser, vraiment s'embrasser, et je me suis figé. Mon estomac s'est noué. C'était qui? Je ne sais pas. Un type en costume. Mais Holden, elle m'a vu, a établi un contact visuel, et elle est venue vers moi et m'a dit, si tu lui dis, je m'arrangerai pour qu'il ne t'adresse plus jamais la parole. C'est moi qui l'aime, pas toi. Reste en dehors de ça. Je la fixais. Tu savais qu'elle me trompait avant même qu'on se marie. Je suis désolé. J'étais jeune, j'avais peur, et honnêtement, je pensais que c'était peut-être une erreur d'un soir. Mais après qu'elle m'ait appelé il y a quelques mois pour te demander des nouvelles, j'ai commencé à creuser. J'ai découvert qu'elle faisait ça depuis des années. Différents types. Toujours quelqu'un au travail. Brendan n'est que le dernier en date.
Elle a sorti son téléphone, m'a montré des captures d'écran, des publications sur les réseaux sociaux, des lieux identifiés, des eurodatages. Allison avec différents hommes au fil des ans. Pas toutes des liaisons physiques, peut-être, mais des liaisons émotionnelles au minimum. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Lindsay a croisé mon regard. Parce que tu mérites de connaître la vérité et parce que quand elle m'a appelé, elle a essayé de te faire passer pour le méchant. Elle a dit que tu étais instable, que tu l'avais abandonné, qu'elle avait peur. Mais je te connais, Holden. Tu n'es pas cette personne. C'est elle qui l'est. J'ai pris des captures d'écran de tout, je les ai envoyées à Karen immédiatement. Il y a autre chose, a dit Lindsay doucement. J'ai entendu par des amis communs que la nièce d'Allison, Sophie, a demandé de tes nouvelles. Elle est dévastée. Elle pense que tu l'as abandonnée. Sophie, la fille de la sœur d'Allison, la fillette de 12 ans qui m'appelait oncle Holden, à qui j'avais appris à faire du vélo, qui venait chez nous tous les week-ends. Je ne l'ai pas abandonnée, ai-je dit. Je sais, mais Allison dit à tout le monde que tu l'as fait. Elle utilise Sophie dans son récit, te faisant passer pour un sans-cœur. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste. J'avais toujours tenu à Sophie, probablement plus qu'Allison. Je dois arranger ça, ai-je dit. Lindsay a hoché la tête. Je pensais que tu le voudrais. C'est pour ça que je suis là. Pour te rappeler que tout le monde ne croit pas à son histoire. Certains d'entre nous savent qui tu es vraiment. Après son départ, je suis resté assis sur le porche pendant des heures, pensant à Sophie, aux dommages qu'Allison causait au-delà de notre mariage, aux mensonges qui se propageaient dans notre communauté. J'ai appelé Karen. Je veux faire une déclaration officielle. Je veux raconter ma version publiquement. Holden, c'est risqué. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Je m'en fiche. J'en ai marre d'être le méchant dans son histoire. 2 jours plus tard, je me suis assis avec un journaliste du Columbus Dispatch, je lui ai tout raconté. La négligence émotionnelle, la liaison, l'argent caché, les années de tromperie. Il a tout vérifié, l'a confirmé avec les documents du tribunal, et l'a publié. L'article est devenu viral localement. Soudain, des gens ont commencé à me contacter. Des collègues, des amis, des gens qui avaient cru à la version d'Allison et qui voyaient maintenant la vérité. Et la mère de Sophie m'a appelé. Holden, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Sophie veut te parler. Est-ce que ce serait possible? Bien sûr. Le divorce a été finalisé 8 mois après mon départ. Le juge a statué en ma faveur sur presque tous les points. J'ai obtenu la moitié de la valeur de la maison, le remboursement des fonds cachés et une constatation formelle qu'Allison avait commis une fraude financière. Elle a pu garder la maison elle-même, mais a dû me racheter ma part. Brendan, il s'est avéré, avait pris ses distances une fois que la liaison était devenue publique. Il l'a laissé faire face aux conséquences seul. Je suis retourné à Columbus, mais pas dans notre ancien quartier. J'ai trouvé une petite maison près de l'université. Quelque chose qui semblait nouveau, propre, à moi. Sophie est venue me rendre visite une fois le divorce finalisé. Sa mère l'a déposée et la gamine s'est jetée dans mes bras comme si j'étais parti depuis des années. Tu m'as manqué, oncle Holden, a-t-elle dit. Toi aussi, tu m'as manqué, ma grande. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Je lui ai appris à dessiner au fusain, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Elle m'a parlé de l'école, de ses amis, de sa confusion quand j'avais disparu. Allison a dit que tu ne te souciais plus de nous, a dit Sophie doucement. Ce n'est pas vrai. Je me souciais. Je me soucie toujours. Je ne pouvais simplement pas rester dans un endroit qui me faisait du mal. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'une fille de 12 ans ne devrait avoir à comprendre. Avant de partir, elle a dit, « Tu es heureux maintenant ?» J'y ai pensé, vraiment pensé. Je suis sur la bonne voie. Lindsay et moi avons commencé à parler régulièrement. Pas de manière romantique, pas au début, juste comme des amis, des gens qui comprenaient le passé de l'autre. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en longue promenade. Et un soir,
assis sur mon nouveau Porsche, elle a dit, je n'ai jamais cessé de tenir à toi, tu sais. Je sais, ai-je dit. Moi non plus. Nous avons pris notre temps, sans précipitation, sans pression, juste deux personnes qui s'étaient retrouvées après des années à vivre des vies séparées. 11 mois après avoir quitté Allison, j'ai reçu un appel de Tyler. Nous ne nous étions pas parlé depuis que je l'avais mis dehors du chalet. Holden, je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je dois dire quelque chose. Vas-y. J'avais tort, à propos d'Allison, à propos de tout. J'ai laissé mes sentiments obscurcir mon jugement et je t'ai trahi. Je suis désolé. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. La confiance ne se reconstruit pas si facilement, mais j'ai dit, j'apprécie que tu dises ça. Es-tu heureux, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, en regardant Lindsay endormie sur mon canapé, le dessin de Sophie épinglé à mon réfrigérateur, la vie que je reconstruisais lentement. Je crois que oui. Le travail chez Meridian m'a accueilli à bras ouverts. Ils avaient gardé mon poste, comprenant que j'avais traversé une crise personnelle. Je me suis plongé dans un nouveau projet de conception de systèmes électriques pour un développement de logements durables. Ça faisait du bien de créer quelque chose à nouveau. 1 an après être sorti de cette maison en silence, je me tenais sur mon nouveau Porsche, regardant le coucher de soleil. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Allison. Je suis désolé pour tout. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais j'avais besoin que tu le saches. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Certaines excuses arrivent trop tard. Certains dommages ne peuvent être réparés et certaines personnes ne méritent pas une place dans votre nouvelle vie. Peu importe à quel point elles prétendent être désolées. J'avais 44 ans. J'avais une carrière que j'aimais, des gens qui tenaient à moi et un avenir qui semblait à nouveau possible. J'étais parti sans dire au revoir et elle s'était effondrée sous le poids de ses propres mensonges, mais j'étais sorti des cendres de ce mariage plus fort, plus lucide et enfin libre.